l'exemple du raid Flers-le-Mont-Saint-Michel, nous sommes dit que dans la Manche, nous avions deux points forts, l'île de Tatillou et le Mont-Saint-Michel, donc que nous devions pouvoir organiser entre ces deux points forts un raid VTT. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du raid VTT le Mont-Saint-Michel. 4 jours, puisqu'il y avait près de 350 km, on ne pouvait pas faire moins. Un raid de 4 jours, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup à la FFCT. Nous voulions à la fois faire quelque chose qui soit sportif, mais qui reste aussi touristique pour les gens qui souhaitaient le faire. Donc nous avons pensé qu'il n'était pas envisageable de faire plus de 80-90 km par jour. Nous sommes une soixantaine de bénévoles sur l'ensemble du raid et 25 en permanence. Et rentre pas dans le casier. Et rentre pas dans le casier. Tu vois ? On va finir là. Les aides de conseil général, conseil régional, essentiellement, et quelques partenaires techniques. L'hébergement en gymnase, parce que justement, pour conserver un peu le côté raid et le côté aventure. L'itinéraire change de 30 à 40% tous les 2 ans, puisque ce raid a lieu tous les 2 ans. Aujourd'hui, départ de Saint-Va-la-Hougue, en face de l'île de Tatillou, à la marina. Saint-Va donc est une commune donc, dans le nord-est Cotentin, donc située donc au sud de Barfleur, commune donc maritime de 2100 habitants donc l'hiver, mais qui avoisine donc l'été à des pics à plus de 8000. Alors c'est un centre bien sûr maritime, donc avec un port de pêche important avec une cinquantaine d'unités de chalutiers et de caseilleurs. Il faut savoir que c'est un des principaux centres ostréicoles de Normandie, voire même de France, lorsqu'on sait qu'une huître sur 8 est élevée ici sur Saint-Va. Alors, nous avons aussi donc la chance donc, d'être aussi un pôle touristique. Nous avons bien sûr le symbole de cette commune, sont ces 2 tours, la tour de la Hougue et tour de Tatillou, qui font que l'on vienne de la terre ou de la mer, eh bien, c'est un point d'ancrage incontournable. En 2007, eh bien, il y aura une inscription au patrimoine de l'UNESCO. Petit supplément aux propos de Monsieur le maire, Saint-Va est un site classé BPF et BCN par la Fédération française de cyclotourisme. On n'oubliera pas non plus que juste au sud de Saint-Va commencent les plages de débarquement avec Utah Beach et Omaha Beach. On connaît la suite. En revanche, ce que l'on connaît moins, c'est l'histoire de ce modeste petit pont sur la Serre, près de Réville. À marée haute, les portes à flot se dégondent, on dit. Ça inonde tout l'arrière-pays par le fait que la mer remontait vers la terre. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce pont de Serre. Il y a la maréchaussée aussi qui vient de temps en temps. Ça oblige les gens à respecter le code de la route. Il y a aussi des croisements difficiles parce que le pont n'est pas bien large. Il y a des rétroviseurs aussi qui sont souvent abîmés. Mais sinon... Dans ce joli coin de Normandie, on prête d'ailleurs au diable bien d'autres mauvaises intentions et les 250 participants au raid feraient bien de s'en inquiéter. Tenez, par exemple, ne voit-on pas déjà un vélo partir sans son passager et un cyclo qui a égaré sa monture? Pour pallier le maléfice, il décide d'ailleurs de faire le parcours pédibus. Le voilà bien courageux, car le malin seul sait comment se jouer des plus hardis au fond de ces cavés, véritables boyaux végétaux, sombres et mystérieux.
On comprend très bien l'atmosphère dans laquelle Barbé d'Aurevilly a pu trouver ses inspirations, ses personnages, les faire évoluer. Bon, c'est vrai que les chemins creux sont magnifiques, les liaisons sont bon, ça tabasse un peu, mais bon, c'est du VTT. Alors Hubert, quel est pour l'instant le programme des réjouissances? On attaque tout de suite les difficultés pour monter vers la Pernelle et son point de vue, sur le Val de Serre et toute la zone qui va de Gatteville au fort de la Hougue. Ce n'est pas avec cette allure endiablée que l'on pourra voir l'église de Kétou, où le prince noir fut adoubé par son père en l'an 1346, au début de la guerre de 100 ans. On est des stars aujourd'hui. Regarde le photographe, il est carrément rentré dedans. Mais allez donc expliquer les merveilles historiques locales à certains endiablés qui ont adopté un train d'enfer. Vous voyez à qui je fais allusion? Et ça depuis le départ. Rien ne semble arrêter ces démons, sauf peut-être cette innocente petite rivière qui réserve aux audacieux une surprise méphistophélique. Là où les plus sages estiment que pour franchir la rivière, il suffit de passer le pont, d'autres jugent la ligne droite plus efficace. C'est sans doute aussi la plus humide. Bravo, bravo. Oui, bon lui. J'ai pas le doute de baigner à être autant au mois d'avril. Ça fait du bien, hein. Après 4 jours, on a perdu 2-3 heures. C'est bien pour les arriver. On a un pont. C'est le passage de la Bérésina. Ah ouais. Il y avait un pont. Tu nous fais pas tout droit là? Mais il en faudrait beaucoup plus pour décourager tout ce beau monde, surtout après le ravitaillement. Bien, il ne s'agit pas de traîner au ravito. Alors le terrain maintenant. Une zone de bocage jusqu'à Valognes. Sur le plan touristique, Valognes conserve quelques atouts. Très nombreux hôtels particuliers. Il se disait en Normandie qu'avant d'aller passer une saison à Versailles, il était de bon ton de venir se dégrossir à Valognes. L'Office de tourisme de Valognes, œuvre poste 44, classé monument historique. Et l'église Saint-Malo, Hubert? Église détruite le 6 juin 1944, église Renaissance, le clocher a été reconstruit en style Renaissance et la nef et la tour moderne en béton. Un coup d'œil en passant à l'ancien relais de poste du 18e,
devenu le grand hôtel du Louvre, où Barbé d'Aurevilly avait, comme on dit, ses habitudes. Musée régional du Cidre, la plus ancienne maison de Valogne, qui borde le Mer de Ré. Vous pouvez voir à droite et à gauche des latrines qui fonctionnaient directement sur la rivière. D'où le nom, peut-être. Hôtel de Beaumont, le plus imposant des hôtels particuliers de Valogne, construit à la fin du XVIIIe siècle, quelque temps avant la Révolution. C'est sans difficulté particulière, par des chemins peu vallonnés et bien roulants, qu'on rejoint l'étape de Saint-Sauveur-le-Vicomte. L'histoire du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte est toujours un peu en marge de la légende. L'un des premiers vicomtes du Cotentin, seigneur de Saint-Sauveur qui soit notamment cité dans l'histoire, qui soit référencé, s'appelait Néel. Ils étaient des personnages très importants, c'est eux qui, pour le duc de Normandie, assuraient finalement l'administration et surtout la garde militaire de l'ensemble de l'actuel diocèse de Coutances. Et leur château était véritablement le cœur militaire, politique, pour ainsi dire, d'une très vaste région. Peu avant l'an 1000, le roi d'Angleterre, qui avait pour nom Ethelred, a souhaité mener un débarquement en Normandie. Il veut se saisir de la personne du duc Richard, il envoie des troupes nombreuses sur de nombreux navires et il débarque à la hougue de Saint-Va-la-Hougue, dès l'an 1000 donc. Et là, le vicomte Néel de Saint-Sauveur est allé avec les chevaliers du Cotentin, mais aussi accompagné de tous les hommes du Cotentin et également des femmes du Cotentin qui elles-mêmes portant des chuquets, ce qui sont apparemment, vous savez, des pièces de bois qu'on mettait sur les épaules pour soutenir les seaux qu'on portait. Donc les femmes du Cotentin, armées de chuquets, auraient fracassé le crâne des envahisseurs, qui aussitôt ont été totalement égorgés, zigouillés, massacrés, à peine débarqués en Cotentin, et on n'en a plus entendu parler pendant un certain temps. Tout de même, ils sont revenus, mais ce dont on se souvient le plus précisément dans notre région, c'est un autre débarquement anglais, beaucoup plus grave, beaucoup mieux réussi, qui a eu lieu, celui-ci, en juillet 1346. À ce moment-là, ce ne sont plus les Néel qui possèdent le château, mais la famille d'Harcourt. Geoffroy d'Harcourt, l'un des cadets de cette famille, qui était moult fort, mais qui boitait fort, était seigneur de Saint-Sauveur. Il suit le roi de France dans les guerres de Flandre, revient dans son château de Saint-Sauveur, souhaite prendre épouse et jette son dévolu sur une jeune et riche héritière du Bessin qui avait pour nom Jeanne ou Jeannette Bacon. Seulement, il se trouve que au lieu d'épouser Geoffroy d'Harcourt, cette dernière épousa le fils de son voisin, Guillaume Bertrand, fils de Robert Bertrand, le chevalier Auverlion, puissant seigneur de Bricbec, maréchal de France. Geoffroy d'Harcourt est furieux. Il entreprend alors une guerre privée contre différentes forteresses et manoirs des environs. Le roi Édouard III d'Angleterre revendique la couronne de France, le roi de France intervient, mais Geoffroy refuse de se soumettre et Geoffroy d'Harcourt est condamné, son château est détruit et il est condamné à l'exil. Et il se réfugie d'abord en Flandre à nouveau, puis en Bretagne, puis finalement en Grande-Bretagne, en Angleterre, où il se rend à la cour du roi Édouard III, se fait son chevalier et son homme lige, et c'est Geoffroy d'Harcourt, nous disent les chroniqueurs, qui va convaincre et guider l'armée d'Édouard III lors de son premier grand débarquement sur le sol français, donc en 1346. C'est à Saint-Va que le 12 juillet 1346, à l'aube, se détache à l'horizon une forêt mouvante de mâts qui envahit la hougue de Saint-Va et commence un périple. Il ne rencontre qu'une très faible résistance. Il ravage une bonne partie du Cotentin, se dirige, vous savez, jusqu'à Crécy, qui a été le lieu de la très célèbre bataille de Crécy. Eh bien, Geoffroy d'Harcourt se battait du côté anglais, mais son propre frère, Louis, se battait, lui, du côté français, et est mort au combat. Ce qui fera que Geoffroy d'Harcourt, ma foi, va se repentir. Le roi de France le reçoit dans ses grâces, lui pardonne, l'autorise à reconstruire le château. Toutefois, Geoffroy d'Harcourt va être d'une fidélité très mitigée. Il embrasse ensuite le parti d'un autre prétendant à la couronne de France, qui est Charles de Navarre, puis finalement se froisse et se fâche avec tout le monde. Et lorsqu'il meurt sans héritier, il transmet son château et ses héritages, sa richesse et ses biens au roi d'Angleterre Édouard III. Tout ça va se terminer finalement par ce qu'on a appelé le grand videment du clos du Cotentin, c'est-à-dire en fait on repousse toutes les populations, on les exile hors de la presqu'île du Cotentin. Ce qui est sûr, c'est que le château de Saint-Sauveur, lui, a subsisté, malgré le siège de 1375 qui a permis au roi de France de reconquérir ce château, au cours d'un siège qui a été aussi le premier siège d'artillerie de l'histoire militaire française.
Ce soir, les assauts ne seront lancés que sur les matelas. Les blessures de guerre se réduiront à de simples crampes et les armes de combat à de vulgaires lances d'arrosage. Bien utile cependant en la circonstance. Vas-y, tout de suite. Hop. Saint-Sauveur est un des chefs-lieux de canton du département qui a le plus de chance, puisqu'on a un environnement naturel magnifique avec le marais, la rivière de la Douve et la forêt. On a un environnement historique avec le vieux château qui a été un noyau féodal de la guerre de 100 ans. On a une abbatiale magnifique qui est de tous les siècles puisqu'elle a été détruite et reconstruite. Et puis comment ne pas parler de Barbé de Revilly, notre écrivain fétiche. Finalement, mon bon Jean, si l'on fait le bilan de la journée. Il n'y a pas de dénivelé importante, les chemins sont relativement bien. Donc finalement, c'est une après-midi, je dirais, de mise en route. Saint-Sauveur-le-Vicomte, un autre contrôle BCN-BPF. Aujourd'hui, départ de Saint-Sauveur-le-Vicomte, son château féodal et son abbaye. Quelques chemins creux, passage à gué. Oh, ça suffit, toi! De toute façon, le matériel est en état, le moral est bon, alors qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver? Ah, vous avez dit gay. Vous allez voir comme c'est gay. Oh oui, nous l'avons bien constaté. Sous l'apparence du président de la Ligue Normandie, le malin a semé sur le passage des cyclos tout un amoncellement de gros cailloux. Allez, les bleus. Oui, allez-y les bleus. Allez-y. L'avantage de la situation, c'est qu'on a l'occasion d'admirer tous les styles. Les qui ne craignent pas l'eau, les qui la craignent, et puis les opportunistes qui en profitent pour nettoyer le vélo. On va jouer l'intelligence. Ça y est, Un petit détour par la raie du Py révèle l'affection particulière des Normands pour le drapeau tricolore. Ce sont les barons de la raie du Py qui ont fondé l'abbaye de Lessay en 1056. Elle a ceci de remarquable que ce serait la première à avoir été construite avec des voûtes sur croisées d'ogives dans le monde occidental. Une merveille de restauration quand on pense à ce qu'il en restait après la guerre. Mais nous circulons depuis pas mal de temps dans le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, en particulier dans les landes de Lessay, où vivent, paraît-il, de bien étranges créatures. Les dames blanches sont des jeunes femmes vêtues de blanc qui s'amusent à égarer les voyageurs. Certaines dames blanches précipitent les passants dans des fondrières. On a les lavandières aussi, les lavandières de la nuit. Contrairement aux dames blanches qui apparaissent seules, les lavandières apparaissent en groupe. Elles sont près des points d'eau et on dit que ce sont des mauvaises mères qui sont condamnées à laver et à relaver sans cesse le linge sanglant de leurs victimes. Il faut les aider parfois à laver le linge et tordre le linge dans le même sens qu'elles, sinon elles vous cassent le bras.
Le gobelin est un petit personnage assez expiègle. Il prend toutes sortes de formes. Ça peut être un gros chien noir, un mouton. Ce qui est intéressant, c'est que la présence d'un gobelin dans un voisinage marque la présence d'un trésor. Il se transforme en chien pour garder son trésor. Non, non, malgré des apparences trompeuses, c'est vrai, là, ce ne sont pas des gobelins, mais d'authentiques cyclos. Et s'ils donnent l'impression de fuir, c'est tout simplement parce qu'ils sont pressés d'arriver à l'étape de midi à Périers, où un plateau repas plantureux les attend. Enfin, ceux du moins qui n'ont pas de problème particulier. Périers, c'est une église originale avec l'une de ces fameuses lanternes des morts, mais c'est aussi autre chose. On accueille le comité départemental, on accueille la Fédération française de cyclotourisme aussi, enfin la Ligue, et dans le cadre d'un projet de réhabilitation de notre ancienne gare, eh bien, on a l'intention, en partenariat avec M. Huette, le président, de lui attribuer une salle en contrepartie d'une petite participation à l'ouverture de cette salle. Merci bien, monsieur le maire. Mais où vont-ils donc ainsi? À cette allure, il serait étonnant qu'ils puissent profiter des châteaux de Pirou et de Gratteau. Bon, d'accord, ils ne sont pas vraiment sur le parcours, mais ce sont les cadres de bien belles légendes. Le seigneur du lieu, qui s'appelait Godefroy le Rouge, organisait en 909 une énorme fête pour essayer de trouver des bons partis à ses 6 filles. Un archer fit irruption en plein milieu de la cérémonie et il cria à l'arrivée des Vikings. Tous les habitants du château se retranchèrent bien à l'abri, les habitants aux alentours également. Le temps passa, tout le monde commença à se décourager, les Vikings lançant de plus en plus des attaques répétitives mais n'arrivant pas à pénétrer les défenses du château. Un jour, le beau-père de Godefroy le Rouge fit irruption dans le château, portant un vieux grimoire. Le lendemain matin, Lockbrod, le chef des Vikings, n'y tenant plus, lança un énorme assaut sur le château. À sa grande surprise, quand ils rentrèrent, ils ne virent personne. Le matin, avant de lancer l'attaque, ils virent, caché dans les buissons, un envol d'oies. Et c'est en fait le vieux Thorvald qui avait transformé tous les habitants du château en oies grâce à ses incantations. Et depuis ce temps-là, les oies reviennent à Pirou chaque année pour attendre l'éventuelle mutation, pour retourner le charme, pour essayer d'être libérés. Un jour, Raoul d'Argouges, le seigneur de Gratteau, revenait d'une chasse avec ses amis. Il trouva dans une clairière une vingtaine de fées qui dansaient, dont une qui s'appelait Andenne. Il tomba fou amoureux, décida de se marier avec elle. Elle lui offrit son cœur à la condition qu'il ne prononce jamais le mot mort. Ils se marièrent, ils eurent 2 enfants. Un soir, alors que le seigneur donnait un bal, Andenne se préparant mais mettant un temps incalculable, Raoul d'Argouges perdit patience et lui dit ces mots. « Madame, je m'inquiète au salon. S'il fallait prolonger mon sort, je pourrais, sur de longues attentes, vous envoyer chercher la mort. » Andenne fut donc touchée au ventre. Sur le moment, elle sauta par la fenêtre et il y eut donc la marque de son pied juste sur le bord de la fenêtre. Le mobilier de toilette tomba dans les douves, ils se transformèrent en roseaux. Et voilà la légende de la fée Andenne. Moralité, à trop écouter les légendes, on finit par perdre les cyclos. Mais pas d'inquiétude, nous les retrouvons en pleine activité au ravitaillement de l'après-midi. Nous sommes ici à l'ermitage Saint-Gerbold sur la commune de Gratteau. Celui-ci a été construit par les seigneurs d'Argouges, sieurs de Gratteau, en mémoire de Saint-Gerbold, né à Bayeux. La femme de son seigneur lui a fait des avances, il les a refusées, il a été puni. On l'a attaché sur une rouelle de pierre, on l'a jeté à la mer, la rouelle a flotté et l'a amené à Vers-sur-Mer. Les problèmes de Saint-Gerbold paraissent bien dérisoires, à côté des misères de certains. Mais l'odeur de l'écurie en doperait plus d'un. Tranquillez-vous. Et la fin du parcours, Hubert? C'est une zone beaucoup plus vallonnée et l'arrivée c'est la cathédrale de Coutances.
Alors Coutances, c'est une ville de 10 000 habitants qui a un riche patrimoine aussi bien historique que culturel. Avec en particulier sa cathédrale, fleuron de l'art gothique en Normandie. Élevé dans les premières décennies du XIIIe siècle, l'édifice actuel réutilise des parties importantes de la cathédrale romane du XIe. À l'extérieur, un visiteur attentif peut voir, au travers de ses sculptures, le combat éternel entre le bien et le mal. Mais que t'est-il arrivé, mon bon Jean? Ah, va des rétros, Satanas. C'est à notre ami Jean que je m'adresse. Cet après-midi, tu vois, là, ça y est, voilà un coup du diable. Le diable et sa fourche, tu vois, les fourreaux sont niqués, c'est mort. Je suis bon pour aller chez un mécano, quoi. Une journée un peu tristounette parce que la météo n'est pas avec nous au niveau du soleil. Bon, c'est gris. Le Cotentin mériterait, je pense, un petit regard ensoleillé. Mais bon, il y a de très beaux chemins, c'est large, agréable, bien boisé. Bon, 2-3 petits passages un peu boueux, mais bon, ça met un petit peu de jus dans la sauce. Non, sinon, non, un parcours agréable. L'arrivée sur Coutances, il y a des petits faux plats quand même. Hein. C'est pas de tout repos. Hein. C'est ceux qui ont fait les petits fous cet après-midi. Peut-être que demain matin, ils auront mal aux jambes. Hein. Voilà, allez, ça brille. Avec la petite pluie du matin, je pense qu'il va y avoir quelques passages boueux. Je crois qu'il va falloir être très très prudent, ménager la monture, puis bien manger, bien boire, bien s'alimenter, etc. Donc après les étapes de plaine, nous allons donc nous retrouver au cœur du bocage coutancé, en direction de Villedieu, où paraît-il la dénivelée est très importante. Et donc... Aujourd'hui, donc, départ de Coutances, une étape très vallonnée, mais aussi très belle, avec de nombreux chemins, de passages de vallées. Je citerai Amby, La Baleine, Gavray, Beauchamp, et arrivé à Villedieu, la ville du cuivre, des cloches et de l'ordre de Malte. Les intempéries de la nuit vont sans doute rendre les chemins un peu plus gras et glissants et donc augmenter la difficulté physique. Bonjour mesdames, vous êtes sur le parvis de la cathédrale de Coutances. Je pense que vous attendez autre chose qu'une bénédiction. Oui. Ah, en voilà une qui parle, ça m'intéresse. Dites donc, vous êtes parti depuis Saint-Va ? Oui, exactement. Et alors, comment ça se passe ? Bon, pour l'instant ça va très bien, mais apparemment on a une journée dure aujourd'hui. Alors on vous a annoncé une étape de montagne. Oh, c'est pas grave. Monsieur le conseiller général, la Manche, quel beau département! On a un environnement formidable qui n'est pas, qui restait vierge, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi où on y vit très bien. Donc les activités sportives, ce que vous faites aujourd'hui à travers le VTT, économiquement c'est positif. Au niveau du département, avec la charte sur l'environnement qu'on est en train de mettre en place, on fait très attention. Et aussi, on a la loi du littoral qui nous protège.
Véritablement, il y a une attention particulière au niveau du département pour conserver, au niveau de l'Assemblée départementale, tous bords confondus, pour conserver ce département dans l'état, parce qu'on sait très bien, on n'est pas au bout du monde, non, mais on est quand même dans la presqu'île du Cotentin. Et c'est vrai que le tourisme est important ici, et naturellement, on a su conserver ce département bien. Relief vallonné, voire très vallonné. On le voit aujourd'hui d'ailleurs parce que la moyenne des randonneurs a sérieusement baissé. Le relief va continuer à s'accentuer jusqu'à Villedieu. Allez, bonjour, 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 bonjour. Faut voir. Oh là là, pas de chute, c'est bon. Les Normandes sont des tachetés noires ou bruns, des petites taches, pas de grandes taches comme les Montbéliardes. La vache normande est une race mixte, lait et viande. Comment peut-on s'imaginer qu'avec une course Vous n'avez pas pris le temps de manger.
Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Combien vous décidez de mettre là 38, oui. Ouais, ça fera, je pense, 52, 53, 52, 54. C'est pas faux. C'est vraiment dégueulasse. Oh. Un peu boueux, mais ça va. L'abbaye d'Amby, abbaye gothique, vendue à la Révolution comme bien national, carrière de pierre. Les ruines ont été rachetées il y a quelques années par le Conseil général qui en a fait un musée et un de ses 11 sites donc, de visite. C'est pas loin du terrain de la crosse, Midi. Il est temps d'arriver à Gavray, où monsieur le maire a prévu un accueil sympathique avant le repas. Le canton de Gavray, qui est à 120 km de chemin balisé, je dirais très propice pour le cyclotourisme. C'est très vallonné, c'est pas évidemment de tout repos, c'est sûr, mais au moins, je dirais qu'il y a des paysages agréables, c'est varié, c'est tout. Et... C'est pas loin du terrain de la crosse, Midi. Il est temps d'arriver à Gavray, où monsieur le maire a prévu un accueil sympathique avant le repas. Le canton de Gavray, qui est à 120 km de chemin balisé, je dirais très propice pour le cyclotourisme. C'est très vallonné, c'est pas évidemment de tout repos, c'est sûr, mais au moins, je dirais qu'il y a des paysages agréables, c'est varié, c'est tout. Et puis, il y a pas mal d'endroits où on peut, je dirais, se restaurer. Au niveau entretien, en général, la compétence chemin, très souvent, a été prise par les communautés de communes. Donc, les communautés de communes entretiennent. À Villedieu, par exemple, nous avons une personne à mi-temps qui s'occupe de l'entretien des chemins. Et puis, en dehors des chemins que vous connaissez, que vous avez pu découvrir, on a aussi les voies vertes. Alors, voies vertes de deux origines, soit SNCF, enfin, voies de chemin de fer, qui ont été transformées en voies vertes, ou alors chemins de halage, qui eux aussi ont été transformés en voies vertes. On en a donc le long de la Vire, et puis vous découvrirez demain aux abords du Mont-Saint-Michel des voies vertes, anciennes lignes de chemin de fer. C'était la journée bocage Bécanabou. Bécanabou, Bécane à bout. OUE ou OUT. Demain, ce sera Bécanabou, BOUT, parce que demain, le bout, c'est le mont. Le département de la Manche est très riche en espaces naturels sensibles, pour lesquels nous attachons une grande importance. Nous avons un travail de collaboration avec le Conservatoire du Littoral. Mais vous avez pu voir aussi à l'intérieur tout le côté bocager de notre département. Avec bien sûr un petit peu de gadou, mais c'est ce qui fait le charme de cette randonnée. Il n'y aurait pas de gadou, ce ne serait pas marrant.
est dur hein, aujourd'hui, hein. Parcours assez délicat, bon, beaucoup de bosses. Bon, il faut récupérer. Alors bon, maintenant on y va doucement. Allez, oh, pas de panique. À l'étape de Villedieu, on s'active déjà pour un accueil soigné. Au lit. Ah non, non. Les arrivées s'égrènent, mais on se demande où tous les participants ont bien pu passer. Seul vestige de leur présence, de bien tristes objets dans un état encore plus triste. Sans doute, à l'exemple de quelques cyclos, on a voulu découvrir Villedieu-les-Poêles, qui n'est pas, comme le pensaient certains, la capitale de la fourrure. Mais écoutons plutôt M. Guilloux, conseiller général de Villedieu. Alors les Chevaliers de Malte ont introduit dans Villedieu le travail du cuivre. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, Villedieu a donc pris le nom de Villedieu-les-Poêles suite à la fabrication des poêles que l'on faisait dans le secteur. Alors nous avons une fonderie de cloches. C'est l'une des dernières fonderies, enfin il doit en rester 3 en France. Elle est de très très grande qualité. Alors la production est très variée. L'an 2000 a donné de belles réalisations de cloches. L'histoire de Villedieu d'une part, le cuivre qui a fait sa popularité, si l'on peut dire, fait que Villedieu est une ville touristique qui est très agréable à visiter, se promener dans les petites ruelles, descendre les cours, toutes ces cours qui aboutissaient à la rivière, puisque le travail du cuivre obligeait aussi à lessiver, laver, et tout le monde avait accès à la rivière par ces petites cours. Villedieu est aussi une ville, disons, médiévale, sachant que nous avons une rue très ancienne et où il y a des vieilles cours, disons, qui sont restées comme autrefois. Nous avons eu la chance de ne pas avoir été, disons, détruits par la guerre. Nous sommes en train de mettre en place, au niveau de la communauté de communes, le pôle d'excellence et des métiers d'art, justement pour redynamiser l'artisanat et tous les travaux, disons, qui tournent autour du métal et du bois. C'était une superbe journée. C'était une superbe journée parce qu'on a retrouvé du soleil, ça me manquait un petit peu. Des gens sympas. J'ai fait la connaissance de Sandrine. Sandrine qui est là. Et donc, un exemple de bénévole. On a rencontré un sanglier de Cochinchine, avec des... Ça ressemble un peu à Facochère encore. Belle journée, quoi. Avons hâte d'être demain au Mont. Nous voici donc au départ de la dernière étape de cette verte tout-terrain. Mais au fait, de quoi s'agit-il exactement? La fédération s'est lancée sur un projet, donc obtenir le label qualité tourisme. Donc l'attribution d'un label à une randonnée signifie un certain nombre de caractéristiques qui doivent être satisfaites. Donc c'est le pourquoi des cahiers des charges. Et quand les conditions sont satisfaites, les labels sont attribués. Et le comité directeur se doit de manifester sa présence pour justement féliciter les organisateurs et faire connaître donc l'événement pour qu'il s'y multiplie. La fédération considère le VTT comme partie intégrante du projet de tourisme à vélo. Il n'y a pas de questions à se poser à ce sujet-là. Donc on souhaite que le VTT prenne une part importante dans les manifestations de la fédération et qu'elle se développe avec participation, pourquoi pas, de beaucoup plus de féminines et également de familles, sachant que ce sont des randonnées familiales et de découverte, orientées sur le tourisme et la culture. Oh oui Joël, tourisme et culture, d'accord. Mais en ce moment précis, un petit arrêt casse-croûte ne serait pas mal non plus. Heureusement, nous arrivons à la Trinité, la bien nommée, puisqu'on va y trouver un peu de repos, à manger et à boire. Vous pouvez passer devant ou alors il a eu un problème. Aujourd'hui, le final
entre Villedieu et le Mont-Saint-Michel, en passant par Avranches. Nous passerons, je dirais, aux points les plus hauts du raid, parce qu'on dépasse les 250 mètres d'altitude, donc ce qui n'est pas mal pour le département. De grands vallonnements, des chemins assez grands, donc physiques, mais pas trop techniques. Ce qui est bien, puisqu'aujourd'hui le temps n'est pas tout à fait pour nous. Donc arrivé le repas à Avranches, au sommet de la ville, et puis l'après-midi on déroule la baie du Mont-Saint-Michel et ses moutons. C'était sympa, humide mais sympa. Beau petit chemin. Ton avis, maître Jean? Oh là, la bière était bonne. Non, les Allemands ont gagné 3-1. On s'en fiche après tout. Non. Dommage, c'est un peu gris, mais au fond des cœurs, c'est un bonheur, c'est un soleil. Oh, c'est génial, c'est super bien organisé, c'est terrible. C'est superbe et on a hâte d'être dans les herbus et d'aller voir le reflet du Mont-Saint-Michel dans les étangs des Gabions. Ah, un poète reste un poète. Et c'est au Petit Ceylan que le passé refait surface. Au Petit Ceylan se trouve le lieu-dit Le Châtelier. Alors ce lieu-dit Le Châtelier est en fait un ancien camp gaulois, pas un camp romain comme on l'a longtemps supposé. C'est un camp qui fait plus de 19 hectares et où l'on suppose que les Celtes de la région, les Unelles, les Abruncates, les Redonnesses aussi, se sont retranchés avant l'arrivée des légions romaines. Ce camp a fait l'objet de fouilles archéologiques dans les années 30 par des archéologues anglais, et on a retrouvé donc des traces d'incendie, des traces de combats, des monnaies, des céramiques aussi, donc du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et on pense vraiment que le combat décrit par Jules César dans la guerre des Gaules entre les légions de Sabinus et les troupes de Viridovix, donc le chef gaulois d'Armorique, se serait passé ici. Avant de passer à table, un petit tour de ville s'impose. Ultime étape avant le mont Saint-Michel, auquel elle est intimement liée, Avranches est restée célèbre pour la fameuse percée d'Avranches, épisode capital de la dernière guerre mondiale. Mais ses rues et sa cathédrale en particulier témoignent encore d'un passé historique aussi riche que chaotique. Fortune, tout au long du chemin, et au clair de la lune, à Montmartre le soir. Monsieur le curé, fais-moi crédit, j'ai pas d'argent, paierai samedi, si tu ne veux pas, me marier, je fous la tête, dans le bénitier, c'est pas moi, c'est ma sœur, qui a cassé la machine à la peur, je cherche fortune, tout au long du chemin, et au clair de la lune, à Montmartre le soir. Bon, le bel canto c'est bien, mais faut pas en abuser.
Le temps d'un grand coup d'air frais vivifiant après les agapes, et l'on rejoint la voie de la liberté au pont Obo, seule voie stratégique à pouvoir être utilisée par les 7 divisions américaines de Patton, les 1er et 2 août 1944, pour franchir la Sélune et rejoindre Paris après avoir libéré la Bretagne. Voilà, une dizaine là. Ah oui, tiens, oui. On a une dizaine. Il débouche de terrain. Ah là, oui. Une dizaine là, à 500 mètres des moutons là. Ouais. Et l'autre, il est carrément en haut là-bas. À côté de la digue là-bas. Et les autres vont prendre la file indienne par derrière. Un dernier casse-croûte pour affronter les herbus. Et l'on ne tarde pas à avoir ce fameux Mont Saint-Michel en vue. Alors là, randonneur insouciant, plus que jamais, il te faut connaître cette belle légende du mont racontée par David. Saint-Michel et le diable, pendant plusieurs millénaires, se sont côtoyés dans la baie, jusqu'au moment où Saint-Michel proposa au diable de se lancer dans une compétition, dans un concours. Et ce concours consistait à construire en une seule nuit, sur les 2 rochers qui se situent au milieu de la baie, un palais. Donc Saint-Michel commença son travail, parallèlement, conjointement au diable. Et le diable, bien évidemment, ne put s'empêcher de tricher et fit appel à une multitude de diablotins qui, pour l'aider à construire son palais, allèrent chercher du granit dans la région de Mortain. Donc pendant toute la nuit, le diable fit un raffut incroyable pour commencer à construire son palais sur un des 2 rochers. Et lorsque le jour se leva, sa construction était achevée. Et il s'aperçut que Saint-Michel lui aussi avait travaillé, mais complètement en silence, en construisant un magnifique palais de glace, de cristal, sur un des 2 rochers. Donc le palais du diable avait une apparence complètement différente. C'était un amas de cailloux, de granit assez informe, avec des galeries, des choses assez sombres. Et le diable ne put faire autrement que de reconnaître la victoire de Saint-Michel. Il existe au Petit Ceylan, donc entre Avranches et Mortain, une pierre qu'on appelle la pierre au diable, avec des traces de griffes dessus assez impressionnantes, qui d'après la légende serait une pierre que Satan aurait laissé tomber dans la nuit pendant la construction de son palais sur le rocher, en allant chercher ce granit du côté de Mortain. Le diable fut très déçu d'avoir perdu face à Saint-Michel qui avait construit son palais de cristal. Saint-Michel, beau joueur, décida malgré tout d'intervertir les 2 palais. Il dit à Satan, écoute, je suis beau joueur, j'ai gagné la compétition, mais je te fais cadeau de mon palais de cristal, en contrepartie tu me donnes ton mont avec cette construction en pierre. Alors, le diable était complètement ravi, mais le problème c'est qu'en se levant, le jour fit fondre le palais de cristal, le palais de Saint-Michel qui était en glace. Ah mon bon monsieur, Saint-Michel, roi de l'arnaque, on aura vraiment tout vu. En tout cas, il est là, et bien là. Et l'on voudrait, en cette fin de randonnée, profiter au maximum de ce panorama unique et respirer à plein poumon cet air venu du fond des temps. Ce sont des siècles que l'on contemple. On a tout dit sur cette merveille, accessoirement inscrite sur la liste des sites BPF, et cela nous évitera de le répéter. Mais une chose est sûre, c'est que même les plus blasés en prennent plein les mirettes. Alors salut les Normands, et merci pour cette belle aventure.